Je n'aurais jamais cru qu'un corps humain puisse tenir avec seulement 2 heures de sommeil et une panique incontrôlable, jusqu'à ce que j'en fasse l'expérience. Je m'appelle Stella Morgan. Tandis que la plupart des gens se réveillaient avec un café et le soleil, je me traînais d'un travail épuisant à l'autre, priant pour que mon cœur ne me lâche pas avant la paix. 4 emplois, un corps à bout de force, aucun soutien. Je faisais tout ça pour rembourser les dettes. Mes parents m'avaient endetté, jurant qu'ils n'avaient personne d'autre au monde à gérer que moi. Alors, j'ai continué jusqu'à cette nuit où je me suis évanoui, le visage contre le bitume brûlant, en livrant des frites à quelqu'un qui avait probablement mieux dormi que moi depuis des années. Mais ce qui m'a brisé, ce n'est pas l'évanouissement. C'est ce que j'ai découvert après. Pendant que je me tuais à la tâche pour les maintenir en vie, mes parents ont gagné au loto et m'ont rayé de leur vie. Et ce n'était que le début. On dit qu'on peut s'habituer à tout. À la douleur, à l'épuisement, même au désespoir. Moi aussi, je le croyais, jusqu'à ce que ma vie se transforme en un tourbillon incessant de 4 emplois qui ne s'arrêtaient jamais, me laissant le temps de respirer. Chaque matin à 6 heures, je me tenais dans la chambre baignée de soleil de M. Charles Davenport, ce vieil homme fragile de 82 ans dont je m'occupais. Sa voix tremblait lorsqu'il parlait, mais ses yeux, voilés et fatigués, s'adoucissaient toujours en me voyant. « Bonjour, Stella » murmurait-il. « As-tu dormi un peu ?» Je répondais toujours le même mensonge. « Quelques heures. »« Ça va. » Mais la vérité était plus sombre. Certaines nuits, je ne dormais pas du tout. Après avoir quitté son manoir à 14 heures, je rentrais en trombe, prenais une douche de 3 minutes, avalais une barre de céréales rassis et filais directement à mon poste de femme de ménage. À partir de 17 heures. Jusqu'à 21 heures, je frottais les sols des bureaux en inhalant des vapeurs de javel si fortes qu'elles me semblaient me déchirer les poumons. À 21 heures, je prenais mon travail de livreuse. Ma vieille Honda Civic vibrait plus fort que mes mains tremblantes. La clim était en panne depuis 2 ans. L'air chaud me fouettait le visage tandis que je traversais les nuits de Phoenix. Vers minuit, je me traînais jusqu'à mon minuscule studio pour réparer des ordinateurs portables, généralement jusqu'à ce que le ciel redevienne violet. 2 heures de sommeil, si j'avais de la chance. Tout cet argent, chaque dollar, chaque centime, allait à une seule et même chose, mes parents. Ma mère, Marie, adorait les sacs à main de luxe qu'elle faisait semblant d'être authentiques. Mon père, Thomas, était tellement accro au pari sur le football qu'il a un jour perdu 6 mois de mensualité de crédit immobilier en une semaine. Mais ce qu'il semblait aimer par-dessus tout, c'était mon salaire. Maman ne me demandait jamais « Tu manges ? Ça va ?» Non. Ses textos étaient toujours les mêmes. « Stella, on est encore à court d'argent. Envoie-moi plus d'argent. Ton père a mal au dos. Achète-lui ses compléments alimentaires. » Et chaque fois que son nom s'affichait sur mon écran, mon estomac se serrait. Je voulais Dieu. Je voulais qu'il me remarque, qu'il voie à quel point je luttais pour maintenir le cap. Mais il ne voyait pas une fille. Il voyait une solution, un portefeuille ambulant. Un jour, M. Charles m'a regardé me masser les tempes. Essayant de ne pas m'évanouir, il a murmuré. « Ma fille, on ne peut te prendre que si tu le permets. » J'ai dégluti difficilement, forçant un sourire. Ce sont mes parents. Je dois les aider. Mais à peine les mots sortis de ma bouche, j'ai senti le mensonge me brûler. Je ne les aidais pas. Je me vidais de mon sang et ils regardaient, impassibles. Je ne savais juste pas que ce serait si tôt. Ils allaient me prendre la dernière chose qui me restait, ma confiance. On imagine toujours l'effondrement comme quelque chose de dramatique. Sirens Chris Chaos. Mais pour moi, c'est arrivé silencieusement, presque doucement. C'était une nuit suffocante à Phoenix, il était près de 23 heures, et je livrais une commande de nuggets de poulet à $12. Ma vision était floue depuis le coucher du soleil, et à chaque clignement d'œil, des points noirs apparaissaient et disparaissaient comme des étoiles mourantes. Je me répétais, juste une dernière commande, Stella. Une dernière. Mais à mi-chemin, mon cœur rata un battement, puis un autre. Puis il se mit à battre si fort que j'eus l'impression qu'on me secouait de l'intérieur. Mes mains glissèrent sur le volant. Ma respiration devint saccadée et haletante. Le monde se mit à tourner. Pas maintenant, s'il vous plaît. Pas maintenant, murmurai-je dans le vide. Je me garai sur le bas-côté, sortis de la voiture en titubant et tentai de me redresser. Mes jambes fléchirent. Puis tout se mit à tourner. Mes oreilles bourdonnaient. Une chaleur intense m'oppressait la poitrine, comme un fer rouge. Quelqu'un cria. « Eh, ça va, mademoiselle est ?» Mais sa voix se perdit dans un long écho. L'asphalte me fonça dessus et le monde sombra dans l'obscurité. Je me réveillai sous la lumière crue de l'hôpital, l'odeur chimique du désinfectant emplissant mes poumons. Mon bras gauche était relié à une perfusion. J'avais l'impression que mon corps entier avait été traîné sur du gravier. Une infirmière s'est approchée,
la pitié adoucissant son regard. À Mademoiselle Morgan, vous vous êtes effondrée d'épuisement et de déshydratation. Votre rythme cardiaque était dangereusement instable. Vous avez beaucoup de chance. Quelqu'un a appelé les secours. De la chance. Si seulement elle savait à quel point ce mot était ironique. J'ai balbutié. Mes parents, sont-ils là? Elle a hésité, puis a secoué la tête. Ont-ils appelé? Elle a de nouveau secoué la tête. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que l'horloge était fausse. Que seulement 10 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais perdu connaissance. Mais quand j'ai vérifié, cela faisait 12 heures que l'hôpital n'avait pas contacté ma famille. 12 heures. Aucun appel, aucun message, rien. Le 3e jour, j'ai essayé de les appeler en premier. Messagerie vocale. Messagerie vocale. Messagerie vocale. Le 4e jour, ma mère a enfin rappelé. J'ai répondu d'une voix brisée. Maman, je suis à l'hôpital. Pourquoi pas toi? Elle m'a coupé net. Stella, occupe-toi des factures. Et sors d'ici vite. On a besoin de toi pour travailler. Les intérêts sont dus la semaine prochaine. Pas un seul. Ça va. Pas même un soupir d'inquiétude. L'appel s'est terminé. J'ai fixé le plafond jusqu'à ce que les larmes coulent dans mes cheveux, chaudes et interminables. Pour la première fois, une pensée a germé dans mon esprit. Une pensée que j'avais toujours eu trop peur de dire à voix haute. Peut-être ne m'aimait-il pas du tout. Peut-être n'aimait-il que ce que je pouvais leur offrir. Et cette prise de conscience était plus douloureuse que l'effondrement lui-même. J'ai passé 5 jours silencieux et solitaires dans cette chambre d'hôpital. Juste le bip régulier du moniteur cardiaque et la froide certitude que personne ne viendrait me chercher. Ni famille, ni amis, juste moi et la vérité que j'avais fui pendant des années. Le 5e matin, mon téléphone a vibré. Pas de mes parents. Pas de quelqu'un que j'attendais. L'identifiant de l'appelant affichait « Monsieur Charles Davenport ». J'ai fixé le nom, incrédule. Mes pouces tremblants ont glissé sur l'écran. Stella. Sa voix était faible, mais chaleureuse. Chaleureuse comme rien d'autre dans ma vie ne l'avait été ces derniers temps. Gea eravale ma salive. Bonjour, monsieur. Je suis désolé de ne pas être venu ces derniers temps. Un enfant. M'a-t-il interrompu doucement. Je n'appelle pas pour le travail. J'appelle pour toi. Tu te sens mieux aujourd'hui? Cette question. Tu te sens mieux aujourd'hui? M'a frappé comme un coup de poing en plein cœur. Personne ne me l'avait posé depuis des années. Ma voix s'est brisée. J'essaie. Il y a eu un silence, puis le doux bruissement des couvertures. Ne reviens pas tout de suite. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de moi pour l'instant. Tu dois te reposer. Tu m'entends, Stella? Repose-toi. Un autre mot que je n'avais pas entendu depuis une éternité. Après avoir raccroché, j'ai pressé le téléphone contre mon front et j'ai pleuré. Silencieusement. Des sanglots tremblants qui venaient d'un endroit plus profond que la simple fatigue. Quand je suis retourné au travail une semaine plus tard, les yeux de Charles se sont illuminés comme ceux d'un enfant voyant le soleil. Il m'a tendu une main tremblante. Viens ici, Stella. Assieds-toi. Ne commence pas à travailler tout de suite. Je me suis assise à côté de lui, retenant mes larmes. Il m'a longuement regardé, observant mes joues creuses, mes cernes, la raideur de mes épaules. Dis-moi la vérité, a-t-il murmuré. Depuis combien de temps? Vivre comme ça? Quelque chose en moi s'est brisé. Je lui ai tout raconté, les dettes, les 4 boulots, l'effondrement, l'indifférence de mes parents, ce sentiment d'être une machine usée qui fait semblant d'être vivante. Je n'arrêtais pas de m'excuser entre 2 sanglots, comme si pleurer était un crime. Quand j'ai enfin cessé, Charles a posé sa paume sur le dos de ma main. Une peau fine comme du papier, chaude et tremblante. Stella, écoute-moi. Tu n'es pas faible. Tu es fatiguée. C'est différent. Puis il a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Et souviens-toi de ceci, les liens du sang ne font pas la famille. La loyauté, oui. La gentillesse, oui. Ma gorge s'est serrée. Alors, que suis-je pour toi? Il m'a regardé avec des yeux emplis d'une affection profonde. Tu es la petite fille que j'aurais aimé avoir. Ces mots m'ont pénétré lentement, puis d'un seul coup. Une vérité que mon cœur ne savait pas encore comment accueillir, mais dont il avait désespérément besoin. Il se souciait de moi. Il se souciait vraiment de moi. Et dans une vie remplie de gens qui ne faisaient que me prendre, cela faisait de lui la chose la plus précieuse que j'ai jamais connue. Une semaine après mon retour au travail, mon corps était encore fragile. Mais mon esprit était plus clair que depuis des années. J'ai fini par admettre quelque chose que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Mes parents ne se souciaient pas de moi. Ils ne se souciaient que de mon argent. Mais même après l'hôpital, une partie de moi espérait encore qu'il changerait. J'avais tort. Complètement tort. C'était samedi soir quand je les ai appelés.
Je voulais juste leur demander s'ils avaient besoin de quelque chose avant de faire mon virement habituel. Mon père a décroché. Il y avait du bruit ambiant, de la musique, des rires, des verres qui s'entrechoquaient. Papa, où es-tu? Hilary. Vraiment, Hilary. On fait une petite fête. Ne nous dérange pas maintenant. J'ai senti une angoisse m'envahir. Une fête? Avec quel argent? Avant que je puisse poser la question, il a raccroché. J'ai ouvert Facebook et là, mon monde s'est effondré. Ma mère avait posté une photo. Une longue table nappée de blanc, des rangées de verres à vin remplis de grands crus, un steak, du homard, un gâteau à 3 étages, une robe neuve et étincelante. La légende. Merci, univers. Un nouveau chapitre commence aujourd'hui. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. J'ai fait défiler. Une autre photo, puis une autre, chacune plus extravagante que la précédente. Puis le commentaire qui m'a brisé. Félicitations pour avoir gagné au loto. Vous le méritez. Mon cœur s'est arrêté. Mon cerveau refusait de traiter la phrase. Loto, loto. Les mains tremblantes, j'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'à chez eux. Dès que j'ai franchi le portail, l'EDM m'a envahi. Il y avait du monde partout, qui dansait, buvait, riait. Pas un seul visage familier ne s'est tourné vers moi. J'étais invisible. Je me suis frayé un chemin à travers la foule et je les ai trouvés. Mes parents se tenaient au centre, tel le roi et la reine d'un royaume qu'ils n'avaient pas gagné. Ma mère m'a vu la première. Son sourire s'est effacé. Stella, que fais-tu ici? Ma voix était faible et tremblante. Maman, tu as gagné au loto? Elle a levé son verre de champagne. Oui, 4,2 millions de dollars. Plus besoin de te supplier. Hein? Quelqu'un à proximité a ricané. Miss Supplier? N'est-ce pas? C'est elle qui leur donne de l'argent, s'exclama mon père. Ça ne te regarde pas. Stella, pourquoi es-tu là à gâcher notre moment? Je sentis une brûlure dans mes yeux. Catcher. Papa, je me suis tué à la tâche. J'ai remboursé tes dettes. J'ai failli mourir la semaine dernière et tu n'es même pas venu me voir. Et maintenant, j'apprends que tu fais la fête. Il claqua son verre sur la table. Et alors? Tu es notre fille. Tu étais censée nous aider. Ne fais pas. Comme si tu étais la victime, ajouta ma mère. On n'a plus besoin de toi. Arrête de jouer les héroïnes. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Des dizaines de regards se tournèrent vers moi. Des murmures s'élevèrent comme de la fumée. Elle leur demande de l'argent? Ingrate. Hunt us. Mes mains tremblaient. Alors tu as gagné 4 millions de dollars et tu ne me l'as pas dit, et tu n'as même pas pensé à m'aider à rembourser la dette que j'ai contractée pour toi. Mon père s'approcha, le souffle court à cause de l'alcool. Cette dette, c'est ton problème maintenant. On est passé à autre chose. Tu devrais en faire autant. Ma mère m'a tourné le dos. La gifle finale. Rentre à la maison, Stella. Tu ne fais pas partie de cette nouvelle vie. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas une fissure, un éclat. Je suis sorti de la maison en titubant, la vue à peine visible à travers mes larmes. 3 jours plus tard, je suis revenu, espérant naïvement, désespérément, qu'ils aient peut-être retrouvé leurs esprits. Qu'ils s'excuseraient. Qu'ils m'appelleraient à nouveau leur fille. Mais la maison était vide. Les meubles avaient disparu, les murs étaient nus, la porte d'entrée grande ouverte, une simple enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, un mot manuscrit. Stella, on repart à zéro. La dette est la tienne. Ne nous cherche pas. Bonne chance. Je me suis effondré sur le sol froid, le mot tremblant dans ma main. Ils m'avaient complètement abandonné, sans hésitation, sans honte. Et tandis que j'étais assise seule dans cette maison désertée, le dernier lien qui me reliait à eux s'est rompu, ne laissant derrière lui que chagrin, incrédulité et une rage si profonde qu'elle me brûlait les os. Après la disparition de mes parents avec leurs millions gagnés au loto, je me sentais comme un fantôme. Prisonnière d'un monde qui n'était plus fait pour moi. Mais même alors, il me restait un endroit où respirer, le manoir de M. Charles Davenport. Du moins, c'est ce que je croyais. Pendant les semaines qui suivirent, j'arrivais plus tôt que d'habitude. Même quand l'épuisement me rongeait, je restais assise près de lui, ajustant sa couverture, écoutant ses récits murmurés. Sa voix faiblissait, ses mains se refroidissaient, sa respiration se faisait plus courte. Au fond de moi, je savais ce qui allait arriver, mais je n'étais pas prête. Pas à ça, pas à perdre la seule personne qui m'ait jamais aimé sans rien demander en retour. Un matin d'un calme inhabituel, je suis entrée dans le manoir et j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. La gouvernante se tenait dans le couloir, les yeux rouges, se tordant les mains. J'ai murmuré. « Est-ce qu'il va bien ?» Elle a baissé la tête. « Stella. Il est décédé paisiblement dans son sommeil à 3 heures du matin. » Le monde a alors fait quelque chose d'étrange.
Il a basculé et le silence est devenu pesant, le froid glacial. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je ne pouvais pas. Je suis resté là, immobile. Je fixais le sol, comme si quelque chose en moi s'était pétrifié. Les funérailles étaient grandioses, trop grandioses. Des mensonges blancs partout. Des politiciens, des partenaires commerciaux, des inconnus en costume noir chuchotaient à propos de cours boursiers et d'héritage. J'étais au dernier rang, vêtu de ma seule robe noire. Mes mains étaient si serrées que mes jointures blanchissaient. Les enfants et petits-enfants de Charles se tenaient devant, impassibles, ennuyés, les yeux rivés sur leur téléphone. Pas une larme, pas même une lueur de tristesse. Puis je les ai entendus chuchoter. Je me demande qui héritera de la maison de Malibu. J'espère être dans le testament. J'espère bien. Papa a intérêt à nous avoir légué les actions de la société. J'ai eu la nausée. Pas un mot sur l'homme, seulement sur l'argent qu'il a laissé. J'ai reculé, me cachant presque derrière une colonne de marbre. Quel droit avais-je de me tenir près du cercueil d'un milliardaire? Quel droit avais-je de le pleurer plus que ses propres enfants? Alors que les porteurs emportaient le cercueil vers la sortie, une larme a finalement coulé, silencieuse, brûlantée. Merci de m'avoir vu, ai-je murmuré, à peine audible. C'est terrible. À cet instant, la solitude m'a submergé avec une clarté brutale. J'avais perdu la seule vraie famille que j'ai jamais connue. Et j'ignorais que sa mort m'entraînerait dans une tempête bien pire que tout ce que j'avais enduré jusqu'alors. Une semaine après les funérailles, alors que le chagrin pesait encore comme une pierre sur ma poitrine, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. À Mademoiselle Morgan, ici Landon Reed, l'avocat personnel de Monsieur Davenport. J'ai eu le souffle coupé. Un avocat? Pourquoi m'appelait-il? Pourriez-vous venir à notre cabinet vendredi pour la lecture du testament de Monsieur Davenport? Un instant, j'ai vraiment cru avoir mal entendu. Moi, à la lecture d'un testament. Pourquoi? Mais j'ai accepté. Une partie de moi désirait un dernier lien avec Charles, même symbolique. Vendredi matin, j'ai remis ma robe noire de seconde main et je suis allé en voiture en ville. Le cabinet d'avocat se trouvait dans une tour de verre étincelante de 50 étages, un endroit bien différent de tout ce que je connaissais. J'entrai dans la salle de conférence au 42e étage et toutes les conversations s'arrêtèrent net. 30 paires d'yeux riches et impeccablement manucurés se tournèrent vers moi. Certains me fixaient, d'autres ricanaient, d'autres encore riaient ouvertement. N'est-ce pas l'aide-soignante? Que fait-elle ici? On a dû la laisser entrer par erreur. J'aurais voulu me fondre dans le tapis, mais avant que je puisse partir, Landon Reed désigna un siège vide. Mademoiselle Morgan est sur la liste des invités. Veuillez vous asseoir. Les murmures s'élevèrent, irrités et hostiles. Assise en silence dans un coin, les mains crispées sur mes genoux, je priais pour que la terre s'ouvre et m'engloutisse. La lecture du testament commença calmement. Le manoir de Charles revint à son fils aîné, sa maison de vacances à sa fille, les actions de l'entreprise à ses petits-enfants, les fonds de fiducie à des œuvres caritatives. Tous acquiescèrent, satisfaits. Puis l'atmosphère changea. Landon s'éclaircit la gorge. Et enfin, M. Charles Davenport lègue la somme de 8 millions de dollars ainsi qu'une lettre manuscrite à Mademoiselle Stella Morgan. Silence, puis boum. La salle entière explosa. Les chaises grinçaient violemment. Quelqu'un cria. Quoi? Un verre se brisa sur le sol. Le fils de Charles, Richard, devint écarlate. C'est impossible. Elle l'a manipulé. Elle a profité d'un vieil homme. Sa fille, Alyssa, me désigna du doigt, tremblante de rage. Cette fille était son aide-soignante. Bien sûr, elle lui avait lavé le cerveau. C'est une profiteuse. Une sangsue. Une tempête d'accusations s'abattit sur moi. Elle l'a séduit. Elle a volé notre famille. Elle mérite la prison. Arrêtez-la. J'essayai de parler, de dire quelque chose, mais ma gorge se serra. Landon leva la main, ferme et impassible. Le testament est perfectly legal. Monsieur Davenport a enregistré une vidéo le confirmant lui-même, en toute lucidité, mais ses paroles ne firent qu'attiser leur fureur. Richard frappa du poing sur la table. Je porte plainte. Elle ne touchera pas à mon père. La voix d'Alyssa hurla par-dessus la sienne. Tu crois qu'on va te laisser partir avec notre héritage? Jamais de la vie? Ma poitrine se serra. Mes mains tremblaient sous la table. J'avais l'impression d'étouffer. Ces gens, sa famille, ne s'étaient jamais souciés de lui tant que son argent n'était pas en jeu. Et maintenant, ils voulaient me détruire. La réunion se termina dans le chaos et je me dirigeai en titubant vers l'ascenseur. Dès que les portes se fermèrent, mes genoux fléchirent. Je glissai au sol en sanglotant. Entre mes mains, 8 millions de dollars, une lettre. Et soudain, le monde entier s'est retourné contre moi.
Moins de 4 heures plus tard, les premiers tabloïds faisaient leur apparition. Une aide-soignante escroque un milliardaire mourant. La vie de Stella Morgan vole 8 millions de dollars. L'a-t-elle séduit? Mon visage retouché. Plus laid, déformé, il était partout. Le lendemain matin, ma boîte mail débordait de menaces. Les enfants du quartier chuchotaient à mon passage. La caissière du supermarché refusait de me toucher la main. Cet après-midi-là, mon patron m'a convoqué. Stella, je suis désolé. Les réactions sont trop fortes. Nous devons nous séparer de vous. Et voilà, ma réputation, mes moyens de subsistance, ma sécurité, tout a disparu. Et ce n'était pas fini. Car cette même nuit, alors que le tonnerre grondait au-dessus de ma chambre de motel, quelqu'un a frappé si fort à ma porte que les murs ont tremblé. En regardant par le Judas, j'ai vu un jeune homme couvert de tatouages. Le petit-fils de Richard Davenport. Il s'est penché vers moi, le regard froid comme celui d'un prédateur. « Tu as 7 jours, sale garce. »« Voleur. » 7 jours pour rendre l'héritage. « Chinon, je te ferai disparaître. » Il cracha par terre et s'éloigna. Je me suis effondré. Les larmes coulaient à flots. Je ne m'étais jamais senti aussi traqué, aussi haï, aussi seul. Mais j'ignorais qu'au plus profond de cette terreur, une lettre allait tout changer. Pendant des heures après les menaces du petit-fils de Richard, je suis restée assise sur le sol froid du motel, les bras enlacés autour des genoux, tremblant tellement que j'avais du mal à respirer. 7 jours. 7 jours avant leur retour. 7 jours avant de disparaître comme promis. Je ne pouvais pas appeler la police. Qui croirait ce voleur cupide dont on parlait dans les journaux? Je ne pouvais pas appeler mes parents. Ils m'avaient abandonné. J'étais seule. Terriblement seule. À un moment donné, mes doigts ont cherché le sac à dos que je gardais sous le lit. La seule chose qui contenait encore des bribes de mon ancienne vie. Je l'ai ouvert de main tremblante. À l'intérieur, l'enveloppe couleur crème à mon nom, intacte depuis la lecture du testament, était toujours là. À Stella, de Charles Davenport. Je me suis figée. Un frisson m'a parcouru l'échine. Un instant, j'étais paralysée. Je ne pouvais plus respirer. Puis j'ai murmuré. « S'il vous plaît, faites qu'il y ait quelque chose, n'importe quoi. » Mes doigts ont déchiré le sceau. Le papier à l'intérieur exhalait une légère odeur de vieux livres et de cèdre, l'odeur de son bureau. Son écriture était tremblante, irrégulière, mais indubitablement la sienne. J'ai commencé à lire. « Ma chère Stella, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. » Ma vision s'est brouillée instantanément. Tu m'as donné ce que ma propre famille ne m'a jamais donné. Une bonté désintéressée, une main douce, une oreille attentive, un cœur bienveillant. Ma gorge s'est serrée. Les larmes ont coulé avant que je puisse les retenir. Tu m'as rappelé que j'étais encore humaine, pas seulement un compte en banque pour mes descendants. Et je veux que tu vives le reste de ta vie libre de ceux qui t'ont saigné à blanc. Mon souffle s'est coupé. Libre. Il voulait que je sois. Libre. L'argent n'est pas une récompense. C'est une clé. La clé d'une vie où tu te choisis d'abord. Mes mains tremblaient encore plus en lisant les dernières lignes. Et Stella, durant les dernières années de ma vie, tu as été la petite fille que je n'ai jamais eue. Je te fais ce cadeau non par pitié, mais par amour. Tiens-toi droite. Vis avec dignité. Tu le mérites, et bien plus encore. La lettre m'a glissé des doigts et a flotté jusqu'au sol. J'ai pleuré comme jamais auparavant, même à l'hôpital. Pas seulement de chagrin, pas seulement de peur, mais autre chose. Une étincelle, un pouls, un nouveau départ. Il croyait en moi. Il a risqué son héritage pour moi. Il m'a donné une voix, un bouclier, une chance. J'ai essuyé mon visage du revers de ma manche. Plus de fuite, ai-je murmuré. Pas cette fois. Le lendemain matin, je suis allé voir Landon Reed. Il a levé les yeux de son bureau, surpris. Stella, ça va? J'ai délicatement posé la lettre devant lui. J'en ai fini d'avoir peur, ai-je dit. Dis-moi. Il nous faut ça pour le tribunal. Ses yeux s'écarquillèrent devant la détermination dans ma voix, puis s'adoucirent, comme empreints de fierté. Alors battons-nous, dit-il. Et pour la première fois de ma vie, je ne me battais pas seul. Le palais de justice sentait le vieux papier, le bois ciré et la peur, surtout la mienne. Les flashs crépitèrent dès que je sortis de l'ascenseur. Les journalistes me tendaient leurs micros comme des armes. Stella, avez-vous séduit M. Davenport? Combien l'avez-vous manipulé? Allez-vous lui rendre l'argent aujourd'hui? Je gardais les yeux baissés, serrant la lettre dans mon sac comme une bouée de sauvetage. La salle d'audience était bondée, toutes les places occupées, des gens debout au fond, tous attendant que le coupable soit démasqué. De l'autre côté des allées, la famille Davenport, Richard, Alyssa et leurs petits-enfants étaient alignés comme un peloton d'exécution. Leur regard me transpercant.
Quand je pris place à côté de Landon, Richard se pencha en avant et me lança un regard noir à travers la salle. « Profite bien de ton dernier jour de liberté, ma chérie. » Mon estomac se noua, mais Landon. Elle posa une main ferme sur mon bras. « Qu'il parle. Aujourd'hui, nous nous basons sur des preuves. » Ying se levait. Le combat commence. Les avocats de la partie adverse ont attaqué d'abord. Ils m'ont dépeinte comme une manipulatrice, une menteuse, une aide-soignante prédatrice qui s'est attaquée à un vieil homme mourant. Elle l'a isolé. Elle a contrôlé ses médicaments. Elle l'a piégé pour qu'il signe le testament. Mensonges. Que des mensonges. Chaque mot me grattait la peau comme du papier de verre. Puis vinrent les preuves. De faux SMS, des captures d'écran retouchées, des enregistrements audio modifiés pour que ma voix paraisse avide. Je voulais crier pour leur dire que tout était inventé, mais ma voix était comme prisonnière au fond de ma poitrine. Alyssa se leva d'un bond et me désigna du doigt. Mon père était malade et désorienté. Elle lui a lavé le cerveau. Elle nous a volés. Des murmures d'effroi parcoururent la salle. J'avais l'impression que mon cœur saignait dans mes côtes. Landon se pencha vers moi. Pri. J'acquiesçai, sans vraiment en être sûr. À nous. Landon resta impassible. Votre honneur, nous allons présenter la vérité. Pas des rumeurs, pas de manipulation, mais la vérité que M. Davenport avait lui-même documentée. Il commença par des dossiers médicaux provenant de 3 hôpitaux différents, chacun confirmant. Le patient est lucide, ses fonctions cognitives sont normales, il est pleinement capable de prendre des décisions légales. Un murmure parcourut l'assistance, mais ce n'était pas le véritable coup dur. Il brandit un disque dur. Et voici le dernier message de M. Davenport. Les lumières s'éteignirent, un écran s'abaissa, et je retins mon souffle. Charles était là, assis dans son fauteuil roulant, le regard clair et fixe, la voix inimitable. Si vous regardez ceci, c'est que je suis probablement parti. Je veux que le monde sache que ma décision m'appartient entièrement. Stella ne m'a pas manipulé. Elle a pris soin de moi quand ma propre famille m'a abandonné. Et je choisis de lui léguer ce que je souhaite, car elle est ce qui se rapproche le plus d'une famille pour moi. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Alyssa halta, agrippant la table. Richard pâlit, mais Landon n'en avait pas fini. Il souleva la lettre de Charles, et lut les dernières lignes à voix haute. Stella, vis. Avec dignité. Tu le mérites amplement. Mes larmes coulaient silence. Je ne les essuyais pas. Le juge me regarda longuement, non pas avec suspicion, mais avec une sorte d'empathie. Le verdict qui changeait tout. Quand le coup de sifflet retentit enfin, le bruit fit trembler la salle comme le tonnerre. Ce tribunal déclare le testament valide. Toutes les accusations d'abus de faiblesse sont rejetées. Mademoiselle Stella Morgan est la bénéficiaire légitime de l'héritage. C'était fini. J'avais gagné. Ou plutôt, la vérité avait triomphé. Richard frappa si fort du poing sur la table que sa chaise bascula. Alyssa poussa un cri d'incrédulité. Les petits-enfants se cachèrent le visage, trop honteux pour se montrer. Mais moi, je ne fêtais rien. Je me contentais d'expirer. Un souffle tremblant, saccadé. Je le retenais depuis des mois. Devant le tribunal, les journalistes m'encerclaient. Un micro faillit me frapper la joue. Stella, avez-vous quelque chose à dire? Regrettez-vous de vous être battue contre la famille Davenport? Que ferez-vous de l'argent? Je fis une pause, fixai la caméra la plus proche et dis, doucement, j'ai murmuré. Je n'ai jamais eu besoin d'argent pour prouver mon innocence. La vérité suffisait. Puis je suis parti, la tête haute pour la première fois depuis des années. Non pas parce que j'étais plus riche, mais parce que j'étais enfin libre. Libre des mensonges, libre de la peur, libre d'une vie où ma valeur se limitait à ce que je pouvais donner. Mais j'ignorais que cette liberté n'était que le début d'une nouvelle vie. Lorsque les portes du tribunal se sont refermées derrière moi ce jour-là, j'ai eu l'impression de sortir d'une tempête qui durait depuis 2 ans. Pour la première fois depuis des lustres, l'air était léger. Ma poitrine ne me faisait plus mal et je n'avais plus à me retourner sans cesse, craignant qu'on me vole quelque chose. J'avais enfin ce qui m'avait été refusé toute ma vie, la paix. J'ai acheté une maison modeste à la périphérie de Phoenix. Petite, calme, ensoleillée, sans prétention. Mais elle était à moi. Un endroit où personne ne me criait dessus. Où personne ne me réclamait d'argent. Où personne ne me rabaissait. J'ai ouvert un petit atelier de réparation. Davenport Tech, du nom de l'homme qui a cru en moi quand le monde entier a douté. Je pratiquais des prix bas, parfois même la gratuité, surtout pour les personnes âgées, les aidants ou celles qui croulaient sous des responsabilités qu'elles n'avaient jamais demandées. Des gens comme moi. Et puis, la vie m'a de nouveau surprise. J'ai rencontré quelqu'un, un homme doux et attentionné nommé Evan, qui est arrivé avec un ordinateur portable cassé et est reparti avec quelque chose d'inattendu.
un nouveau départ. Il ne m'a pas demandé ce que je pouvais lui offrir. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. Si j'avais mangé. Il m'a interrogé sur mes rêves. Des rêves dont j'ignorais même l'existence. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés dans mon jardin, sous le petit olivier que j'avais planté le jour de mon emménagement. Puis est arrivée Abby, ma fille, avec ses yeux curieux, ses boucles indomptables et un rire capable de faire fleurir tout le désert. Certains soirs, je m'assieds sur la véranda, Abby endormie sur ma poitrine, le bras d'Evan autour de mes épaules, et le ciel flamboyant au-dessus de nous, aux teintes orangées comme celles du phénix. Je repense à la jeune fille que j'étais, celle qui pensait ne mériter que l'épuisement et la souffrance. Et je lui ai murmuré. Tu as réussi. Tu as fait ton choix. Et ça a tout changé. Si vous écoutez mon histoire et que vous vous trouvez là où j'étais, déchiré, épuisé et terrifié, écoutez ceci. La famille, ce n'est pas une question de sang. La famille, c'est une question de cœur. Et votre vie vous appartient, elle ne leur appartient pas. Choisissez-vous. Juste une fois, et voyez le monde s'ouvrir à vous. Je l'ai fait. Et pour la première fois de ma vie, je suis enfin belle.